Sa belle-mère l'a vendue parce qu'elle était stérile. Mais l'homme des montagnes que tout le monde désirait l'a choisi. Une jeune veuve a été accusée du pire péché qu'une femme puisse commettre, celui de ne pas avoir donné d'héritier. Rejetée par sa belle-mère et condamnée à l'oubli, Sarah semblait vouée au silence. Mais un regard inattendu lors d'un rassemblement à la frontière a tout changé. Bonjour mes chers amis, je suis Jasper Ashwood, votre narrateur de Mountain Tales. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous nous écoutez. Je vous embrasse tous très fort et j'espère que vous apprécierez cette histoire. Territoire du Wyoming, hiver 1877. La terre dormait sous un manteau de givre et les chariots roulaient lentement sur les pistes enneigées tracées dans la nature sauvage. Le silence de l'aube contrastait avec la tension latente qui régnait dans la propriété des Thornton, une imposante construction en rondins aux hautes fenêtres où le froid pénétrait non seulement les os, mais aussi l'âme. La propriété se dressait comme un monument à l'ambition des pionniers, ses épais murs en bois témoignant d'années de lutte contre les éléments impitoyables. De la fumée s'élevait de plusieurs cheminées, mais la chaleur ne semblait jamais atteindre les coins où Sarah passait ses journées. Les domestiques se déplaçaient dans les couloirs dans un silence habitué, leurs pas étouffés par des tapis usés qui avaient autrefois été beaux. Sarah Thornton était assise près de la cheminée froide de sa chambre, les mains jointes sur ses genoux, le visage tourné vers le feu éteint. La faible lumière d'une seule bougie reflétait la pâleur de sa peau et l'éclat terne de ses yeux gris. Sa robe noire en laine épaisse à manches longues tombait comme une ombre sur sa silhouette élancée. Elle l'avait cousue elle-même dans les semaines qui avaient suivi la mort de Jacob. Chaque point de couture était une prière pour une paix qui ne venait jamais. La pièce qui avait autrefois été leur sanctuaire commun ressemblait désormais à une tombe. Les bottes de Jacob étaient toujours posées près de la porte, recouvertes d'une poussière que personne n'osait déranger. Son fusil de chasse était accroché au mur, rappel silencieux de l'homme qui ne reviendrait jamais de cette expédition fatidique dans les montagnes. Les doigts de Sarah caressaient le tissu usé de sa jupe, se souvenant comment Jacob lui avait promis une robe en soie lorsqu'ils auraient une fête fortune. Cette promesse, comme tant d'autres, était morte avec lui dans la nature sauvage et glacée. Elle était veuve depuis moins d'un an, et depuis lors, la ferme qui avait autrefois résonné de rire et d'espoir s'était transformée en une prison de chuchotements et de mépris. Depuis la mort de son mari, le jeune héritier Jacob Thornton, la présence de Sarah était devenue un fardeau pour Martha, sa belle-mère. Cette femme, aussi rigide que la glace recouvrant les vitres, la regardait comme si chaque battement de son cœur était une offense, et ce n'était pas par deuil ou par tristesse, mais par quelque chose de bien plus cruel. Sarah n'avait pas donné d'héritier. Son ventre vide était, pour Martha, une trahison impardonnable. Elle l'avait dit sans honte. Une femme qui ne perpétue pas le nom d'une famille ne mérite pas de le porter. Sarah endurait tout cela en silence. L'absence de visiteurs, les regards méprisants des ouvriers agricoles, les chambres froides qu'on lui avait attribuées dans l'aile la plus éloignée. Elle continuait à s'habiller modestement, à se coiffer avec soin, à suivre toutes les règles, car elle avait été élevée dans la dignité, même face à l'humiliation. Mais ce matin-là, le masque s'est brisé. « Tu as été vendue, Sarah », a annoncé Martha d'une voix sèche. Monsieur Harlow, un commerçant respectable, a accepté de te prendre en compensation de certaines dettes impayées. Son convoi part dans 5 jours. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme des cristaux de givre, tranchants et coupants. Sarah a eu le souffle coupé. Elle s'était attendue à beaucoup de choses, à une froideur persistante, peut-être même à être priée de partir. Mais cela dépassait l'entendement, être vendu comme du bétail ou un bien, comme si son humanité ne signifiait rien. La lumière du matin qui filtrait à travers la fenêtre du bureau de Martha semblait se moquer de l'obscurité du moment. Sur le bureau se trouvaient des papiers, des contrats, des documents qui réduisaient la valeur de Sarah à une ligne dans un grand livre. La plume de Martha reposait à côté d'eux, l'encre encore humide de sa signature. La transaction était terminée. Le sort de Sarah avait été décidé à son insu, sans son consentement. Sarah ne répondit pas immédiatement, non pas parce qu'elle ne comprenait pas, mais parce que son cœur s'était serré sous le poids brutal de ce mot. Vendu. Elle se leva lentement, marcha vers Martha et la regarda droit dans les yeux.
Vous me livrez comme si j'étais un bien. C'est vous qui en avez décidé ainsi en refusant à mon fils un héritier. Ne me reprochez pas de faire ce qui est nécessaire. Jacob est mort avant que nous puissions savoir si nous pouvions. La voix de Sarah se brisa légèrement. Vous me méprisez pour quelque chose qui n'a jamais été ma décision. Quelle sorte de mère efface ainsi la mémoire de son fils? Martha se leva. Malgré son âge, sa silhouette restait droite. Je n'efface pas la mémoire de Jacob. J'efface votre présence qui la souille. Le silence qui suivit fut plus douloureux que n'importe quel cri. Sarah quitta le bureau la tête haute, le visage impassible, mais l'âme mortellement blessée. Elle retourna dans sa chambre et ferma doucement la porte. Elle s'autorisa à pleurer pour la première fois depuis des mois, non pas de tristesse, mais de l'humiliation d'avoir été traitée comme une dette réglée. Les jours suivants, il n'y eut ni supplication ni plainte. Sarah n'avait pas de frère pour la défendre, pas de nom de famille pour se présenter devant la colonie. Elle n'avait que son nom, sa dignité et les murmures d'une réputation ruinée par un utérus vide. Martha lui tendit une robe rose vif à porter lors d'une soirée organisée par les dirigeants de la colonie. « Une dernière soirée digne avant ton départ », murmura-t-elle. Sarah l'accepta sans discuter. Cette soirée serait son adieu, non seulement à la frontière du Wyoming, mais aussi à elle-même. Lorsqu'elle descendit l'escalier principal, le fermier s'écarta sans la regarder. La neige continuait de tomber sur les toits, tandis que le chariot la conduisait vers la salle communautaire. Personne ne l'accompagnait. Mais fermant les yeux à l'intérieur du chariot, Sarah ne pensait pas à la trahison. Elle pensait à sa mère, qui avant de mourir lui avait enseigné une seule leçon. Quand le monde te rejette, c'est toi qui décides qui tu es. Et cette nuit-là, sans le savoir encore, le monde entier allait découvrir qui était vraiment Sarah Thornton. La nuit était tombée sur le territoire du Wyoming avec une somnolence que seul l'hiver frontalier pouvait imposer. La cloche de l'église de la colonie sonnait au loin tandis que les chariots s'alignaient devant la salle du comptoir commercial, où la communauté se réunissait pour la soirée hivernale organisée en l'honneur de l'anniversaire de la fondation du territoire. À l'intérieur de la grande salle, le murmure de l'élite frontalière remplissait l'air comme une symphonie de jugement tacite. Le parquet brillait à la lumière des lanternes et les murs recouverts de couvertures en laine reflétaient la fierté tranquille d'un territoire qui se croyait encore sauvage. C'est dans cette atmosphère, où chaque mouvement était chorégraphié par les coutumes et la hiérarchie, que Sarah Thornton fit son entrée, seule. Le bruit de ses pas sur le parquet provoqua un silence bref, presque imperceptible. Elle portait une robe en coton noir, simple dans sa coupe, mais impeccable, avec des manches ajustées et un col haut, orné uniquement d'une petite broche en onyx. Ses cheveux étaient simplement relevés, sans ornement. Sarah marchait sans hésitation, ne cherchant pas les regards, ni évitant ceux qui la transperçaient déjà, car tout le monde la regardait, non pas avec une curiosité bienveillante, mais avec la férocité de ceux qui se croient supérieurs. Est-ce elle, la veuve sans héritier? Comment osait-elle venir sans invitation directe? On disait que sa belle-mère l'avait offerte en paiement. Les chuchotements fusaient entre les verres de cidre et les rires à peine contenus. Mais Sarah ne s'arrêta pas. Elle savait que chacun de ses pas était observé, jugé, ridiculisé. Elle n'avait pas de nom de famille prestigieux, pas de mari vivant, pas de promesse dans son ventre pour la protéger. Elle n'avait que sa dignité. Cependant, un regard la suivait sans mépris, un regard fixe et intense. Du haut de l'escalier principal, Flint Bridger, l'homme des montagnes le plus respecté du territoire, observait la scène, les yeux bleus fixés sur elle, comme s'il essayait de déchiffrer une énigme qui refusait toute explication. Flint Bridger était une légende dans le territoire du Wyoming. Les hommes prononçaient son nom avec une révérence mêlée de crainte. Il avait survécu à des rencontres qui auraient tué des hommes moins courageux, à des batailles avec des tribus hostiles, à des hivers qui gelaient le sang, à des rencontres avec des grizzlies qui lui avaient laissé des cicatrices dans le dos. Sa réputation de pisteur était inégalée. On disait qu'il pouvait suivre une piste vieille de 3 semaines à travers les rochers et les rivières. Mais plus que ses compétences, c'était son intégrité sans compromis qui imposait le respect. Il avait refusé les pots de vin de riches commerçants, décliné des offres lucratives qui auraient compromis ses principes, et une fois, il avait renoncé à une fortune en fourrure plutôt que de trahir sa parole donnée à un chef Cheyenne.
À 38 ans, il s'était construit une vie solitaire. Des femmes avaient tenté d'attirer son attention. Des filles de riches marchands, des veuves en quête de sécurité, et même la nièce d'un fonctionnaire territorial. Mais Flint était resté intouchable, inaccessible, aussi distant que les sommets montagneux qu'il considérait comme son foyer, jusqu'à ce soir-là, jusqu'à Sarah. Il y avait quelque chose dans sa démarche, dans sa manière presque provocante de se tenir droite, qui le désarmait. Il connaissait le poids du jugement social, mais il n'avait jamais vu une femme marcher ainsi parmi les loups. Quand il descendit les escaliers, l'atmosphère sembla se tendre. Il portait un manteau de cuir sombre, avec de simples franges, un pantalon en peau de dame propre et des bottes usées qui témoignaient d'innombrables sentiers parcourus. Sa simple présence ouvrait le passage même parmi les colons les plus arrogants. Sarah, debout près d'un pilier près du hall principal, sentit le changement d'atmosphère avant de le voir. Elle n'avait pas besoin de se retourner pour savoir qu'il venait vers elle. Elle le savait grâce au silence, à la façon dont les femmes cessaient de faire semblant de parler. Lorsqu'il s'arrêta devant elle, Sarah le regarda sans baisser la tête. « Madame Thornton, dit-il d'une voix grave, cette soirée n'aura aucun sens si elle ne commence pas par une danse convenable. » Le cœur de Sarah battit une fois, aussi fort qu'une cloche lointaine. « Monsieur, dit-elle enfin, on ne m'a pas attribué de place dans cette salle. Je ne voudrais pas que ma présence nuise à la dignité de l'événement. » Flint plissa les yeux, non par agacement, mais par curiosité. La seule note discordante dans cette salle serait de ne pas inviter la seule femme qui soit entrée la tête haute, répondit-il, puis il lui tendit la main. Les éventails se refermèrent. Les femmes se penchèrent en avant comme des oiseaux de proie. Martha Thornton serra les lèvres si fort que le sang sembla se retirer de son visage. Sarah posa sa main sur celle de l'homme des montagnes. Elle ne tremblait pas, elle respirait seulement profondément et le laissait la guider vers le centre de la salle, où les musiciens commençaient à jouer les premiers accords d'une valse de la frontière. La mélodie était simple mais envoûtante, une mélodie qui parlait de nostalgie et de distance, de vie vécue à la lisière de la civilisation. Les pieds de Sarah bougeaient avec la précision d'une danseuse entraînée, mais avec la douceur de quelqu'un qui flotte entre deux pensées. Sa mère lui avait appris à valser dans leur modeste salon de l'Est, avant que les rêves de prospérité de la frontière n'attirent sa famille vers l'Ouest, avant que la fièvre n'emporte ses parents, avant qu'elle ne se retrouve seule et n'accepte la demande en mariage de Jacob plus par nécessité que par amour. Ces leçons semblaient appartenir à une autre vie, à une autre femme. Le contact de la main de Flynn sur sa taille était ferme mais respectueux, et leurs regards ne se croisèrent qu'une seule fois alors qu'ils tournaient dans une courbe plus lente. Pendant ce bref instant, la salle bondée s'évanouit. Les chuchotements s'estompèrent. Les escaliers de critique se dissolurent. Il n'y avait plus que la musique, le mouvement et l'étrange sensation que quelque chose d'irrévocable commençait. Sarah ne vit dans ses yeux ni pitié ni désir, mais de la reconnaissance comme s'il voyait en elle le reflet de son propre isolement, de sa propre lutte pour conserver sa dignité dans un monde qui exigeait la conformité. Cela ne dura qu'une seconde. Mais dans ce croisement silencieux, quelque chose s'est brisé, et quelque chose d'autre est né. Elle a vu en lui plus qu'un manteau en cuir. Elle a vu des questions tacites et une solitude qu'elle reconnaissait comme la sienne. Il a vu en elle plus qu'une femme déchue. Il a vu une force contenue, une blessure silencieuse et une beauté qui se dévoilait avec le temps. Lorsque la danse s'est terminée, les applaudissements ont été brefs et secs. Sarah fit une révérence impeccable et Flint, sans dire un mot, la ramena au bord de la salle. Là, devant tout le monde, il inclina légèrement la tête. « Merci de ne pas m'avoir craint », murmura-t-il avant de partir. Sarah ne répondit pas, se contentant de le regarder s'éloigner. Et bien que son visage restât serein, son cœur brûlait d'une question qu'elle n'osait pas formuler. De l'autre côté de la salle, Martha Thornton observait la scène avec des yeux empoisonnés. En elle, une promesse germait, nourrie par le venin de l'humiliation. Je ne permettrai pas à une femme sans avenir de salir le nom des Thornton. Et tandis que la danse suivante commençait, les regards n'étaient plus fixés sur les bijoux des colons ou les gestes des officiels. Ils étaient enrivés sur une silhouette en deuil qui, sans le vouloir, venait de bouleverser l'équilibre de toute la colonie. Le soleil pointait à peine entre les crêtes couvertes de pins lorsque les premières rumeurs commencèrent à circuler, comme un murmure contenu qui grandissait à chaque cabane.
La nouvelle se répandit à la vitesse d'un feu de forêt alimenté par le scandale. Flint Bridger avait publiquement exprimé son intention de courtiser la veuve Thornton. Cette déclaration, faite la veille au soir devant les membres du Conseil territorial, avait plongé dans le silence une salle habituée à l'écho de paroles mesurées. L'homme des montagnes le plus respecté du territoire s'était exprimé avec clarté. Dans un geste qui brisait les conventions les plus rigides de la société frontalière, Flint Bridger avait revendiqué pour lui-même la femme que tout le monde considérait comme rejetée. Martha Thornton, le visage blanc comme neige, quitta la soirée sans dire au revoir à personne. Les membres du conseil territorial s'enfermèrent dans des délibérations tendues et à la ferme Thornton, Martha jeta une tasse en étain dans la cheminée dès qu'elle entendit ce dont discutaient les ouvriers agricoles. Quel genre de sorcellerie cette femme a-t-elle utilisé? S'écria Martha, furieuse, et faisant les 100 pas dans son bureau. Je ne permettrai pas à une veuve sans lignée de traîner le nom de ma famille dans la boue de la frontière. Les commerçants ne tarderaient pas à répandre des rumeurs dans tout le territoire. Dans l'aile la plus éloignée de la propriété, Sarah restait sereine, même si une tempête d'émotions menaçait de la submerger. Elle portait une simple robe en laine et était assise devant une fenêtre givrée, observant la colonie encore recouverte du givre de l'aube. En milieu de matinée, le contremaître annonça l'arrivée de Mme Catherine Reed, épouse du géomètre du territoire. À peine une heure plus tard, la veuve Harrison arriva. Toutes deux, dissimulées sous des airs courtois, cachaient des poignards dans leurs regards. Sarah les reçut avec une politesse implacable, consciente que chaque phrase était un piège, chaque compliment une moquerie voilée. « Et comment avez-vous réussi, ma chère, à faire en sorte que M. Bridger pose les yeux sur une femme aussi modeste? » Sarah répondit d'une voix ferme. « On dit que les hommes se lassent parfois des apparences et recherchent la substance. » La visite se termina par des sourires crispés et de fausses promesses, mais les unes après les autres, les personnalités de la société frontalière commencèrent à défiler devant elle. Les employés du comptoir commercial notaient chacun de ses pas, chacun de ses mots, chacun des messages qu'elle recevait. Mais Sarah n'écrivait à personne et ne répondait pas aux messages qui commençaient à lui parvenir. Son silence était son bouclier. Un seul message retint particulièrement son attention. Il provenait de la cabane de Flint. À 17 heures, au détour du ruisseau derrière les pins, l'heure arriva avec la lenteur des choses à la fois redoutée et désirée. Sarah marcha sans escorte sur le sentier derrière la colonie. Son cœur battait fort, non pas à cause d'une illusion, mais à cause de l'incertitude. Le coude du ruisseau était réchauffé par le soleil de l'après-midi, parfumé par les pins d'hiver. Au loin se tenait Flint, debout, les mains croisées derrière le dos, le regard fixé sur l'horizon. Sarah ne dit rien. Elle s'arrêta à quelques pas de lui et attendit. L'homme des montagnes se retourna lentement et la regarda. « Je ne m'attendais pas à ce que vous acceptiez de venir, dit-il. »« Je ne m'attendais pas non plus à recevoir une invitation, répondit-elle calmement. »« La colonie est faite pour dévorer ceux qui ne s'y intègrent pas, commença-t-il. Et pourtant, tu y es entré sans te plier. Tu m'as offert une danse sans crainte, tu as soutenu mon regard avant la tempête. Sais-tu combien de femmes j'ai vu feindre la vertu? Tu es la seule à n'avoir rien feint. » Sarah baissa les yeux un instant. Les paroles du montagnard n'étaient pas des compliments. C'étaient des observations crues, presque analytiques. Au loin, un faucon tournait au-dessus de leur tête, son cri résonnant dans la vallée. L'eau du ruisseau continuait son chant éternel, indifférente aux préoccupations humaines. Sarah regarda une feuille flotter, emportée par le courant vers une destination inconnue, et ressentit une affinité avec son voyage sans défense. « Monsieur, je ne suis candidate à rien, » dit-elle d'une voix sereine, rompant enfin le silence. « Je n'ai pas de famille influente, pas de doute, et je ne peux pas non plus garantir un héritier. » Les derniers mots sortirent plus doucement, la blessure qu'ils représentaient étant encore fraîche malgré les mois qui s'étaient écoulés. « Je comprends que je puisse sembler être un choix pratique pour un homme qui cherche une épouse sans complications, mais je dois être honnête sur ce que je ne peux pas offrir. » Flint acquiesça lentement. « C'est précisément pour cela que je vous choisis, dit-il. » Sarah leva la tête perplexe. « J'ai besoin d'une épouse, expliqua-t-il. Pas d'une mère pour un enfant qui ne viendra peut-être jamais. Pas d'un bijou pour briller en société. J'ai besoin d'une compagne qui ne revendiquera ni pouvoir ni faveur.
Une femme discrète, digne, ferme, quelqu'un qui ne me regardera pas comme une légende, mais comme un homme condamné à rester seul. Il se tourna légèrement, son regard suivant le cours du ruisseau à travers les peupliers. J'ai passé 20 ans à me forger une réputation dans cette région. Tous les commerçants, tous les fonctionnaires, tous les colons pensent connaître Flint Bridger. Ils voient le manteau en peau de daim, le fusil, les cicatrices. Ils racontent des histoires à mon sujet dans des saloons, exagèrent mes exploits, me transforment en quelqu'un que je ne suis pas. Mais aucun d'entre eux ne voit l'homme qui rentre chaque soir dans une cabane vide. Aucun d'entre eux ne comprend ce que c'est que d'être entouré de gens et pourtant complètement seul. Sa voix trahissait une lassitude que Sarah reconnut immédiatement. L'épuisement d'avoir porté un masque si longtemps qu'on en oublie ce qui se cache derrière. J'ai vu des hommes se marier pour la terre, pour l'argent, pour la position sociale. J'ai vu des femmes se vendre pour la sécurité, pour le statut, pour s'échapper. Je ne veux pas participer à cette danse bohème. Si je me marie, ce sera avec quelqu'un qui comprend que le mariage n'est pas un conte de fées, mais un partenariat entre égaux liés par le respect et non par la romance. Le poids de ces mots tomba sur elle comme un lourde neige. « Me demandez-vous un mariage par devoir ?» demanda-t-elle doucement. « Je vous propose un accord. Vous aurez mon nom, ma protection, mon respect. En échange, je vous demande loyauté, discrétion et distance. Je ne suis pas un homme tendre. » Sarah resta silencieuse pendant plusieurs secondes, puis fit un pas vers le ruisseau. « J'accepte, dit-elle finalement, mais à une condition. Je t'écoute, que tu ne me prennes jamais ce que je suis. Ne me demande pas d'être muette ou invisible. Ne me demande pas de faire semblant. » Flint la regarda avec une intensité qui enflamma l'air entre eux. « Jamais. » Puis, sans la toucher, sans promettre plus que nécessaire, l'homme des montagnes s'inclina brièvement en signe d'accord. Elle l'imita. Deux silhouettes devant un destin scellé par des mots, pas par des baisers. Lorsque Sarah quitta le coude du ruisseau, l'air glacial du Wyoming lui frappa violemment le visage. Mais pour la première fois depuis des mois, elle savait que quelque chose avait changé. L'annonce de l'union entre Flint Bridger, l'homme des montagnes, et Sarah Thornton, la veuve, avait provoqué une vive agitation. Non pas à cause de la romance attendue, mais à cause de ce que ce geste symbolisait. Une rupture de l'ordre établi, un affront silencieux à la lignée, un choix qui défiait les codes tacites régissant la société frontalière. Les premiers jours qui suivirent l'accord furent une véritable tempête d'activité. Les secrétaires du Conseil territorial rédigèrent méticuleusement chaque clause du contrat de mariage. Le document ne contenait aucune mention d'affection, de dévouement ou de vie commune. Au contraire, il énumérait les devoirs, les engagements, les limites de propriété et les dispositions relatives à la conduite. Sarah était censée garder son sang-froid et respecter les règles de conduite de la colonie. Mais Sarah n'était pas une marionnette. L'après-midi, elle examina le contrat avec son conseiller juridique. Elle se tenait près de la fenêtre. Elle portait une robe en mousseline bleu-gris à col droit. Lorsqu'elle arriva aux clauses qui restreignaient ses mouvements sur le territoire, elle leva les yeux et dit « Je ne me laisserai pas enfermer dans une cage en forme de liberté. » Avant que le conseiller n'ait pu répondre, une silhouette silencieuse apparut dans l'embrasure de la porte. C'était Flint. Il était venu observer la réaction de Sarah et il la trouva telle qu'il se la rappelait, droite, claire, sans crainte d'élever la voix. « Quelle clause vous dérange ?» demanda-t-il. « Celle qui limite ma liberté. Celle qui prétend que je devrais vivre derrière des rideaux et me cacher de la vie. » Flint s'approcha. « Je n'ai aucun intérêt à vous faire taire, Madame Thornton, dit-il, mais l'accord le fera si vous ne vous protégez pas. Me protéger n'est pas la même chose que me cacher, rétorqua-t-elle. Puis, d'un geste lent, il prit le stylo sur le bureau et raya toute la clause sans consulter le conseil. « Respect et liberté, dit-il. C'était l'accord et c'est ce que j'honorerais. » Le contrat fut scellé le même après-midi à l'encre noire sur du parchemin. Les jours qui suivirent furent teintés d'hypocrisie. L'union était discutée en termes mesurés, tandis que derrière des portes closes, les moqueries fusaient. Sarah se vit attribuer des quartiers éloignés du pavillon principal, petits et froids. Les couturières, qui devaient préparer sa tenue de mariage, la servaient à contre-cœur et on lui refusait l'accès à certaines réunions de la colonie sous prétexte de rénovation.
Même au service dominical, sa place était assignée loin des familles principales. Chaque geste était un rappel silencieux que même si elle allait bientôt porter une simple alliance en or, elle n'était toujours pas la bienvenue. Sarah endura tout cela avec le même sang-froid. Mais elle ne se limita pas à résister. En secret, elle demanda l'autorisation de se rendre à l'hôpital caritatif de la Mission Saint-Michel, où l'on s'occupait des veuves pauvres, des orphelins et des femmes abandonnées. Elle s'y rendait plusieurs fois par semaine sans escorte, vêtue de vêtements modestes. Elle aidait à préparer les médicaments, écoutait les femmes, lisait des lettres à haute voix à celles qui ne savaient pas lire, et a commencé à payer discrètement certains traitements. Les infirmières ont appris à l'attendre. Les plus jeunes patients ont commencé à l'appeler la dame aux mains douces. Les gens ont commencé à parler, non pas avec scandale, mais avec tendresse. La silhouette de l'homme des montagnes, qui était une offense pour l'élite, s'est lentement transformée en une promesse pour les gens du peuple. Pendant ce temps, Flint observait, sans intervenir, sans poser de questions, mais connaissant chacun des pas de Sarah. Un après-midi, l'homme des montagnes trouva sur sa table un petit mot non signé écrit par un enfant de la mission. Merci d'avoir apporté de la chaleur à ma mère alors que personne d'autre ne le faisait. Flint tint le papier pendant plusieurs minutes, puis il le rangea dans le tiroir le plus proche de son cœur. Le ciel du Wyoming s'est levé, recouvert d'un épais brouillard, comme si tout le territoire avait décidé de voiler la lumière en signe de présage. Il ne pleuvait pas, mais l'air était humide et froid, avec ce silence mélancolique qui précède les jours qui ne laissent aucun souvenir heureux. Les cloches de l'église du village ont sonné discrètement à 11 heures, non pas avec jubilation, mais avec la retenue d'une cérémonie imposée par le devoir. Il n'y avait pas de procession, pas de rassemblement communautaire, pas d'arc fleuri, pas de musiciens à l'entrée. L'église elle-même semblait retenir son souffle, ses bancs en bois froid et peu accueillants, malgré le petit feu qui brûlait dans le poêle en fer à l'arrière. Les fenêtres, hautes et étroites, laissaient entrer une faible lumière qui ne réchauffait guère le sol en pierre. Du givre s'était formé à l'intérieur de la vitre, créant des motifs complexes qui semblaient se moquer de la froide formalité de l'occasion. Les invités étaient peu nombreux, et aucun d'entre eux ne dégageait de la chaleur d'une célébration. Ils étaient assis éparpillés sur les bancs, laissant des espaces vides qui en disaient plus long que les mots. M. Samuel Worth était assis au premier rang, le visage empreint d'une expression de devoir plutôt que de joie. Derrière lui, une poignée de conseillers territoriaux échangeaient des regards allant de la curiosité à la désapprobation. Le clergé de la colonie était assis raide, sa présence relevant plus d'une obligation officielle que d'une bénédiction spirituelle. Sarah Thornton arriva dans un chariot sombre, sans escorte et sans famille. Lorsque le chariot s'arrêta devant les marches de l'église, elle prit une profonde inspiration, se préparant à ce qui allait suivre. Le conducteur, un homme âgé nommé Henrik, qui avait autrefois reçu des médicaments de Sarah pour sa femme malade, l'aida à descendre avec une gentillesse qui lui fit monter les larmes aux yeux, la première véritable gentillesse qu'elle avait reçue depuis des jours de froide préparation. Elle portait une simple robe en laine crème à jupe ample et un voile court qui couvrait à peine la moitié de son visage. La modeste bordure du col haut avait été cousue à la main par les religieuses de la mission où elle se rendait autrefois. Leur prière était présente dans chaque point de couture. Elles avaient pleuré en cousant, sachant que Sarah se dirigeait vers un mariage de convenance et non d'amour. La robe n'avait pas de boutons élaborés, pas de dentelle importée, pas de perles qui reflétaient la lumière. Mais elle était propre, repassée et digne. Tout ce que Sarah incarnait elle-même dans ses mains. Pas de bouquet. Sur sa poitrine, aucun ornement à l'exception d'une petite croix en bois sur un cordon en cuir. Un cadeau d'un des enfants de la mission qui le lui avait glissé dans la paume la veille en lui disant solennellement « Pour que vous ne soyez pas seule, Madame Sarah ». Elle entra seule. En posant le pied dans l'église, personne ne se retourna pour l'admirer. Seuls ses pas résonnaient sur la pierre et l'atmosphère était pesante. Elle marchait de la tête haute, le menton ferme, le regard serein. Flint l'attendait déjà à l'hôtel. Il portait son plus beau costume en dime, propre et bien entretenu. Son attitude était impeccable, mais son regard était absent, comme si son esprit était loin de cet endroit. Ils n'échangèrent pas un mot. Le pasteur commença la cérémonie sans prélude. Il lut les bénédictions d'une voix solennelle et sans enthousiasme.
Il n'y avait rien de chaleureux dans ses paroles sur l'amour, seulement des formules sacrées répétées avec précision. Lorsque vint le moment d'échanger leurs vœux, Flint tint la main de Sarah avec correction, sans force ni tendresse. Ses doigts étaient froids comme la pierre. Sarah répéta chaque phrase d'une voix ferme, sans hésitation. Une fois la cérémonie terminée, le pasteur les déclara unis devant Dieu et le territoire. Il n'y eut ni baiser, ni applaudissements, ni musique, seulement un long silence inconfortable. Sarah sortit au bras de l'homme des montagnes, mais il ne la regarda pas. Aucune des personnes présentes ne s'approcha pour la féliciter. Dehors, le chariot attendait. Personne ne jeta de pétales ou de riz. Le retour à la cabane se fit en silence. Sarah s'assit face à la fenêtre du chariot, regardant le territoire défiler comme un tableau gris. Flint ne dit pas un mot pendant le trajet. À leur arrivée à la ferme, ils furent accueillis par un ouvrier agricole qui les conduisit à travers de longs couloirs vides. L'aile nord avait été préparée pour elle, loin des quartiers de Flint. Sa nouvelle maison était un ensemble de pièces froides, sans décoration personnelle. Cette nuit-là, tandis que les couloirs de la ferme restaient dans l'ombre, Sarah s'assit devant la commode. Elle retira le voile, l'épingle qui retenait ses cheveux et les gants qui couvraient ses mains. Elle observa son reflet dans le miroir, mais ne se voyait pas comme une épouse. Passé 21 heures, une servante frappa doucement à sa porte. Elle portait un plateau avec un verre d'eau et une enveloppe en papier scellée d'une simple cire. Sarah la prit lentement. Elle ouvrit l'enveloppe avec précaution. L'écriture était reconnaissable, ferme, angulaire. « Je ne vous dois aucune affection, mais je promets de ne pas vous déshonorer. » Il n'y avait pas de signature. Sarah laissa la note sur la commode et se leva. Elle se dirigea vers la fenêtre et écarta à peine l'un des lourds rideaux. Elle pressa doucement ses lèvres. Elle ne s'attendait pas à de l'affection. Elle le savait avant d'accepter, mais cette nuit-là, l'écho de ses mots la toucha plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle chercha une couverture et s'allongea sur le banc près de la cheminée froide. Ainsi, lors de sa première nuit en tant qu'épouse du montagnard, Sarah comprit que son véritable ennemi n'était pas les chambres froides, ni le mépris de la colonie. C'était le vide, l'abîme entre son nom et son âme. L'écho de ce mariage sans musique continua de flotter dans les couloirs de la propriété comme une mélodie amère. Dans les salles de réunion du territoire, le nom de Sarah Thornton était prononcé avec différentes nuances, certaines avec moquerie, d'autres avec mépris, et quelques-uns à voix basse avec curiosité. La colonie cherchait une explication qui apaiserait son malaise. Pourquoi elle? Qu'est-ce qui la rendait si indispensable à l'homme des montagnes? Les réponses introuvables dans la vérité commencèrent à se construire dans le mensonge. Les rumeurs naquirent comme des graines invisibles. On dit d'abord que Sarah avait été la pupille protégée d'un fonctionnaire décédé, puis que sa stérilité n'était qu'une excuse. On insinua même qu'elle avait ensorcelé l'homme des montagnes. À la tête de ces murmures se trouvait Madame Lelanena Worth, épouse du conseiller territorial. Depuis son salon, elle organisait des réceptions discrètes auxquelles assistaient les femmes les plus influentes, vêtues de leurs plus beaux châles et armées de leurs langues acérées. Les gens ne comprennent pas que le respect ne s'obtient pas par la charité, disait-elle. Il se mérite, il se défend, et cette femme n'a rien mérité. Les autres acquiesçaient, certaines par commodité, d'autres par peur. Sarah était ainsi entourée d'une atmosphère pesante où chaque geste était observé, analysé, interprété avec malice. Les domestiques parlaient de son silence comme s'il s'agissait d'arrogance. Les colons l'accusaient de ne pas se mêler à la société. Sarah n'ignorait pas ce qui se passait. Elle apprit à reconnaître les regards qui l'évitaient et les visages qui se transformaient à sa vue. Mais elle choisit de ne pas réagir. Au lieu de cela, elle consacra son temps et son énergie à la mission Saint-Michel. Là, loin des meubles polis et des lampes à huile, des femmes qui ne la jugeaient pas sur son nom l'attendaient. La mission était une humble structure à la lisière de la colonie, construite à partir de rondins de bois brut et de foie. Le toit fuyait quand il pleuvait. Les fenêtres étaient recouvertes de papier huilé au lieu de verre, et les sols étaient en terre battue recouverts de tapis usés. Mais entre ces murs simples, Sarah trouva quelque chose que la ferme Thornton ne lui avait jamais offert: l'acceptation. De ses propres mains, Sarah raccommodait des draps, distribuait du pain, écoutait des histoires,
payait des médicaments, écrivait des lettres pour les trappeurs blessés et prêtait une oreille attentive aux jeunes veuves. Il y avait Mary, dont le mari était mort dans l'effondrement d'une mine, la laissant seule avec 3 enfants de moins de 5 ans. Il y avait le vieux Thomas, estropié par l'attaque d'un ours, qui sculptait de petits animaux en bois avec ses doigts noueux et les offrait aux orphelins. Il y avait Clara Rara, aveugle depuis son enfance à cause d'une maladie, qui chantait des hymnes d'une voix si pure qu'elle faisait pleurer même les cœurs les plus endurcis. Sarah apprit leurs noms, leurs histoires, leurs chagrins et leurs petites joies. Elle tenait la main d'une jeune mère mourant de tuberculose, lui murmurant des mots réconfortants jusqu'à ce que son dernier souffle s'éteigne. Elle apprenait à une douzaine d'orphelins à écrire à l'aide d'une ardoise et d'une craie qu'elle avait achetée avec ses maigres économies. Elle négocia avec le médecin de la ville, le convainquant de se rendre chaque semaine à la mission en échange de la conservation de ses herbes et de la préparation de ses teintures. Elle devint non seulement une visiteuse, mais aussi une bouée de sauvetage. Et c'est là, entre ces murs humbles, que Flint a commencé à la voir pour la première fois. Pendant des semaines, il avait observé sa femme de loin. Mais quelque chose a commencé à changer. Un après-midi, sans prévenir, il s'est rendu à la mission. Il portait des vêtements simples, sans son manteau de cuir habituel. Sarah était là, assise à côté d'un lit de camp, lisant à haute voix à une femme âgée qui voyait à peine. Elle n'a remarqué sa présence que lorsque sa voix l'a doucement interrompue. « Puis-je rester ?» Elle leva les yeux. Elle ne fut pas surprise, seulement silencieuse et calme. Pendant plus d'une heure, Flint la regarda se déplacer parmi les malades comme une rivière qui passe sans bruit, mais laisse sa trace. Elle ne parlait pas beaucoup, ne donnait pas d'ordre, mais chaque personne qu'elle touchait semblait s'illuminer un instant. En partant, l'homme des montagnes ne dit rien. Mais cette nuit-là, dans ces quartiers, il renvoya son assistant plus tôt que d'habitude et resta seul devant la fenêtre à regarder le ciel étoilé. L'événement de la Fondation caritative territoriale fut célébré une semaine plus tard dans la salle principale de la colonie. C'était une occasion officielle et toutes les personnalités publiques étaient invitées. Flint devait y assister, et cette fois, Sarah figurait sur la liste. La nuit arriva avec un ciel dégagé. Sarah arriva sans ostentation. Elle portait une robe en laine couleur lit de vin foncé, brodée de fils noirs à manches longues et un simple châle en laine. Ses cheveux étaient relevés en un chignon bas, orné uniquement d'un peigne en bois sans fioriture. Elle entra au bras de Flint, qui la présenta avec une correction absolue, mais sans affection apparente. Pourtant, sa présence à ses côtés était un message plus fort que n'importe quel mot. Au cours de la cérémonie, les discours commencèrent. La femme du conseiller parla de chiffres, les responsables des statistiques. Lorsqu'il fut annoncé que la femme du montagnard allait prononcer quelques mots, les murmures se transformèrent en murs. Toute la salle se tendit. Sarah monta sur l'estrade sans se presser. Elle s'arrêta devant le podium en bois. Sa voix, lorsqu'elle prit la parole, était claire comme de l'eau sur la pierre. « Je n'apporte ni chiffres ni promesses, dit-elle. Je vous apporte des noms. Rose, qui a perdu son mari sur les sentiers. Thomas, qui ne peut pas marcher mais dessine des oiseaux. Clara, qui chante même si elle ne voit plus. Et des dizaines d'autres qui attendent plus que de la charité. Ils attendent d'être considérés comme des égaux, non par compassion, mais par justice. » Elle ne dit rien de plus. Elle n'en avait pas besoin. La salle entière resta silencieuse. Il n'y eut pas d'explosion d'applaudissements, seulement des applaudissements isolés, secs et fermes. Ils venaient du centre de la salle. C'était Flint. En les entendant, peu à peu, d'autres se joignirent à lui, non par obligation, mais parce qu'ils comprenaient qu'une nouvelle voix s'était élevée. Le matin se leva, clair sur le territoire du Wyoming. Le printemps commençait à parfumer les coins oubliés de la terre dans l'aile nord de la mission Saint-Michel. Le temps semblait avoir un autre rythme. Sarah était à sa place habituelle, debout à côté d'un lit de camp où une femme âgée au visage émacié lui tenait la main sans parler. Elle ne s'attendait pas à des visites, encore moins à une présence comme celle qui occupait soudainement le seuil de la porte. Flint portait un simple manteau en tissu. Sarah ne montra aucune surprise et ne se leva pas avec inquiétude. Elle inclina seulement la tête et le regarda avec ce calme qu'elle avait appris à forger comme une armure. « Monsieur, dit-elle doucement. « Je suis venu sans prévenir, répondit-il. L'homme des montagnes s'approcha sans cérémonie.
Il franchit le seuil et l'accompagna dans le long couloir. Pendant plusieurs minutes, ils ne parlèrent pas, se contentant de marcher. Sarah lui montra sans un mot les petits espaces où les enfants dessinaient, où les femmes raccommodaient de vieilles couvertures. C'est dans un coin isolé, où les murs étaient recouverts de livres empilés, que Flint s'arrêta. Il se tourna vers Sarah. « Je ne peux pas ignorer ce qui se passe là-bas. Les voix, les versions, les chuchotements. Tout le monde croit savoir qui vous êtes, et moi, je ne sais rien. » Sarah s'appuya doucement contre l'étagère. « Et maintenant, vous voulez savoir? » Flint acquiesça. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle se dirigea vers la fenêtre. « Je ne suis pas stérile, dit-elle. Puis, sans drame, sans tremblement. Ou du moins, je ne l'étais pas. » Flint fronça légèrement les sourcils, non par incrédulité, mais à cause de la blessure qu'il devinait. Que s'est-il passé? Sarah baissa les yeux, ses mains s'entrelacèrent lentement, comme si chaque doigt qui se touchait réveillait un souvenir endormi. Au cours de ma première année de mariage, je suis tombée enceinte. Jacob et moi ne l'avons pas su tout de suite. Il passait de longues périodes loin de chez nous dans le cadre de sa formation de trappeur. Quand je l'ai appris, j'ai écrit à ma belle-mère. Je pensais qu'elle se réjouirait. Je pensais qu'elle trouverait enfin en moi une belle fille digne de ce nom. Elle fit une pause, sa voix s'affaiblissant comme si elle s'adressait davantage à la fenêtre qu'à Flint. Ce que je reçus, ce fut un message. Ne te fais pas d'illusions. Tu n'as encore rien accompli. À partir de ce moment-là, ses ordres devinrent plus sévères. Elle exigeait que j'assiste à toutes les réceptions, que je représente la famille. Elle m'interdisait de me reposer. Lorsque je parlais de mes saignements, elle me forçait à me taire. Elle disait qu'aucune vraie épouse ne négligeait ses devoirs pour un simple malaise. Le souvenir l'envahit comme une vague, la ramenant à ses jours terribles. Les crampes qui s'aggravaient chaque semaine, les taches de sang qu'elle essayait désespérément de cacher, les vertiges qui la forçaient à s'agripper aux meubles pour rester debout. Et à travers tout cela, la voix froide et implacable de Martha. Les épines ne montrent pas de faiblesse. Tu assisteras à la fête des moissons. Tu souriras. Tu ne feras pas honte à cette famille. J'ai perdu l'enfant à l'aube. Sarah continua, seule dans ma chambre, sans médecin, sans réconfort. Le sang imprégna les draps pendant des heures. La douleur était différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Ce n'était pas seulement une agonie physique, mais la conscience que quelque chose de précieux m'échappait et que j'étais impuissante à l'arrêter. Quand quelqu'un entra enfin, il était trop tard. L'enfant était parti. Une partie de moi mourut aussi ce matin-là. Elle se tut. Flint fit un pas vers elle. Il ne la toucha pas, mais sa voix était différente lorsqu'il prit la parole. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant? »« Pourquoi ?» demanda Sarah sans dureté. Tout le monde avait déjà décidé ce que j'étais. Une veuve stérile, une femme vide, et tu avais besoin d'une épouse sans complications. Flint porta sa main à son visage. « Je ne savais pas, murmura-t-il. » Sarah le regarda. « Je ne suis pas sûre de pouvoir concevoir à nouveau, ajouta-t-elle avec sérénité. Les blessures de l'âme et du corps étaient profondes. Je ne sais pas si un jour je pourrai, et je ne cherche plus à le savoir. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Flint fit un autre pas. Cette fois, il la toucha. Une seule main, à peine effleurant son bras. Un geste contenu, mais si plein d'humanité que Sarah sentit sa poitrine brûler. « Je ne désire pas avoir d'enfant avec toi, dit-il doucement. Je désire te comprendre. » C'était tout. Il ne promettait pas l'amour, le dévouement ou un avenir parfait, mais ces mots étaient plus sincères que tous les vœux de mariage. Cette nuit-là, en rentrant à la ferme, Flint n'entra pas par la porte latérale. Il traversa le hall principal d'un pas ferme. Il se présenta devant le conseil territorial et, d'une voix claire, exigea que sa femme, Sarah Bridger, soit traitée avec le même respect et la même dignité que n'importe quelle compagne légitime. Quelques heures plus tard, une lettre scellée arriva à la résidence de Martha Thornton. Son contenu était bref, mais sans équivoque. « Ma femme mérite le respect. Si vous ne pouvez pas le lui accorder, abstenez-vous de prononcer son nom. » Cette nuit-là, la ferme se vêtit de simplicité. Chaque bûche avait été nettoyée. Chaque lampe avait été allumée avec soin. Tout le territoire du Wyoming respirait dans l'expectative, comme s'il savait que ce qui allait se passer ce soir-là marquerait une ligne invisible entre ce qui était et ce qui allait arriver.
L'anniversaire de la fondation du territoire était célébré, et l'événement réunissait les meilleurs commerçants, conseillers et éclaireurs décorés du territoire, mais il y avait une présence en particulier que tout le monde attendait avec impatience. Sarah Thornton, désormais épouse du montagnard, allait officiellement assister à la cérémonie en tant que compagne. Personne ne savait avec certitude comment elle allait se présenter. Certains pariaient sur une robe modeste, d'autres imaginaient qu'elle n'oserait pas entrer par l'entrée principale. Mais aucun d'entre eux ne savait ce qui était déjà en train de naître dans le cœur de Flint Bridger. À 21 heures précises, les portes principales de la salle s'ouvrirent. Un colon annonça « Monsieur Flint Bridger et son épouse, Madame Sarah Bridger ». Le monde sembla s'arrêter. Elle apparut au bras de Mountain, vêtue d'une robe en laine bordeaux foncé avec de simples boutons en os. La couleur n'était pas choisie au hasard. C'était du bordeaux, une couleur qui imposait le respect sans excuse. Ses cheveux étaient coiffés avec précision, révélant le contour parfait de son cou, où reposait un seul bijou, un simple médaillon en argent qui avait appartenu à sa mère. De longues manches tombaient élégamment pour couvrir ses poignets. Elle n'utilisait pas d'éventail. Flint, à ses côtés, gardait la tête haute, le dos droit, l'expression imperturbable. Mais ses yeux, lorsqu'il la regardait de côté, révélaient une vérité que lui seul commençait à reconnaître. Sarah n'était plus une figure silencieuse dans son ombre. Elle était une lumière contenue. Elle était une présence. Toute la salle se tut, non par protocole, mais par impact. Les conversations s'éteignirent comme des bougies surprises par le vent. Seule Madame Ella Nennaworth ne bougea pas, sa robe couleur crème contrastant avec la fureur figée qui recouvrait son visage. Flint s'arrêta au centre exact de la salle. Il ne dit pas un mot. Il se tourna vers Sarah et, d'un geste délibéré, prit sa main gantée. Il la leva doucement et l'embrassa publiquement devant tout le territoire. Un baiser chaste, certes, mais ferme. Un baiser qui ne demandait ni permission ni pardon. Puis, sans perdre son calme, il lui offrit son bras. Sarah le prit, et ensemble, comme deux égaux, ils traversèrent la salle sous le regard de toute la colonie. Un à un, les colons commencèrent à incliner la tête, non pas vers Flint, mais vers elle. Car ce geste n'était pas une déclaration d'amour, mais de reconnaissance, d'autorité, de légitimité. Les gens applaudirent d'abord timidement, puis avec force. Sarah, la veuve sans dot. Sarah, la femme réduite au silence. Sarah, qui était entrée seule par la porte la plus froide, venait d'être consacrée par un geste que ni les décrets du Conseil ni les rumeurs de la colonie ne pouvaient nier. Depuis un balcon caché, une silhouette observait la scène, le visage couvert d'un voile discret. Martha Thornton. Elle avait rêvé de voir Sarah tomber, mais ce qu'elle vit ce soir-là, c'était la fin de son pouvoir. Alors que tous se tournaient vers le centre de la salle, Martha fit demi-tour. Elle traversa le couloir sans se retourner. Arrivée à la porte, elle tendit un mot au chauffeur. À la gare ce soir, le territoire ne lui appartenait plus. Dans la salle, Sarah se déplaçait avec un naturel contenu. Elle saluait avec élégance, sans excès. Arrivée à l'une des tables centrales, un enfant de la mission s'approcha d'elle. Il était petit, avec des cheveux bouclés et des yeux brillants. Il lui offrit une fleur en papier. « Pour vous, madame, » dit-il timidement. Sarah s'agenouilla, prit la fleur à deux mains et la serra contre sa poitrine. « Merci, Samuel. Je la garderai là où personne ne pourra me la prendre. » Le garçon sourit, et dans ce sourire, plus sincère que toutes les branches de chevalier, Flint vit le véritable endroit que Sarah avait conquis. Pas la ferme, pas la colonie, mais l'âme d'un peuple qui la considérait comme l'une des leurs. L'hiver commençait à se retirer lentement du territoire du Wyoming. Dans l'aile est de la ferme, Sarah et Flint partageaient une existence faite de pauses, de chuchotements et de regards prolongés. Le lien qui les unissait n'était plus celui de deux étrangers réunis par un accord. Il y avait dans leur coexistence une nouvelle harmonie tissée sans urgence, cultivée dans le respect et nourrie par des gestes plus éloquents que n'importe quelle déclaration. Il n'y avait pas de démonstration publique d'affection, mais il y avait une tasse de thé qu'il laissait sur sa table chaque matin, le livre qu'elle laissait ouvert à la page qu'elle savait qu'il avait lu pendant la nuit, le mot écrit d'une main délicate qui l'attendait sur l'oreiller. Flint rentrait de son travail à la tombée de la nuit et passait immanquablement d'abord par la cour, où il savait qu'il la trouverait. Sarah, enveloppée dans son châle de laine grise, inspectait les premières fleurs qui osaient s'épanouir.
Ils ne parlaient pas toujours, mais lorsqu'ils le faisaient, le temps s'arrêtait. Les roses d'hiver ont résisté, dit-elle un après-midi sans le regarder. Comme toi, répondit-il, et le silence qui suivit fut plus profond que n'importe quelle conversation. Cette complicité commença à être remarquée, même parmi les domestiques. Cependant, tous n'étaient pas prêts à accepter cette transformation. Madame Eleanor Worth, humiliée par les événements précédents, resta dans l'ombre. Eleanor, astucieuse et patiente, savait comment trouver la faille. Elle utilisa d'anciennes correspondantes de Sarah avec des organisations caritatives et les présenta devant le conseil comme preuve d'une supposée conspiration visant à saper l'autorité. Une femme qui séduit les gens par ses discours et sa gentillesse n'est pas moins dangereuse que celle qui le fait avec des armes, disait-elle. La rumeur se répandit rapidement. Le mot « trahison » commença à circuler. Sarah remarqua le changement dans les regards, la distance de certains colons. Elle ne dit rien. Elle avait appris que le silence était aussi une forme de résistance. Mais Flint le remarqua, et cette fois-ci, il ne resta pas silencieux. Il convoqua le conseil territorial au complet. Il entra vêtu de son plus beau costume en peau de dime. Il tenait à la main un seul document, la lettre originale signée par Ellen Worth. Aujourd'hui, je ne viens pas dénoncer une trahison envers le territoire, dit-il d'une voix ferme, mais une trahison envers la vérité, envers l'honneur, envers une femme qui a donné plus de dignité à cette terre que beaucoup de ceux qui y sont nés. Le silence était absolu. Il ordonna, avec l'autorité que lui conférait sa position, l'exil immédiat de Madame Worth de la colonie. Ce n'était pas une sentence officielle, mais une sentence sociale. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il trouva Sarah assise près de la fenêtre, brodant calmement. « Tu savais » demanda-t-elle sans lever les yeux. « Oui » répondit-il, et il s'agenouilla devant elle sans prévenir. Sarah laissa tomber son aiguille. L'homme des montagnes en peau de dime, à genoux sur le sol et les yeux fixés sur les siens, était une image qu'elle n'aurait jamais imaginé voir. « Je ne veux pas continuer à vivre dans un mariage par devoir, » murmura-t-il. « Pas après tout ce que nous avons partagé, tout ce que tu m'as appris. Tu ne mérites pas un mari à moitié. Je ne veux pas que tu sois ma femme par convenance, mais par amour. Par amour, Sarah. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, lourds de sens. Flint avait passé des années à ériger des murs autour de son cœur, se disant que la solitude était une force, que l'indépendance signifiait ne jamais avoir besoin de personne. Il avait vu d'autres hommes s'effondrer lorsqu'ils avaient perdu leur femme, avait vu de solides trappeurs réduits à l'état de coquilles vides par le chagrin. Il s'était juré de ne jamais laisser quiconque avoir ce pouvoir sur lui. Mais Sarah avait contourné ses défenses sans même essayer, lui avait montré que la véritable force ne résidait pas dans l'isolement, mais dans le fait de se laisser connaître, d'être vulnérable, d'avoir besoin et d'être nécessaire en retour. Elle ne répondit pas immédiatement. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement, et ses yeux brillaient d'une émotion contenue, des années de rejet et d'humiliation se disputant avec l'espoir timide que peut-être, juste peut-être, elle méritait d'être aimée, non pas malgré ses échecs apparents, mais en tant que femme à part entière. Elle prit son visage entre ses mains et le contempla en silence, mémorisant chaque ride, chaque cicatrice, les mèches argentées qui commençaient à apparaître dans ses cheveux foncés. « Ne t'agenouille plus devant moi, Flint, » dit-elle enfin, la voix chargée d'émotion. « Si tu m'aimes, si tu le ressens vraiment, marche à mes côtés, ni devant moi, ni derrière moi, mais à mes côtés. Je ne veux pas que tu m'adores ou que tu me protèges à distance. Je veux ton partenariat, ton honnêteté, ta présence. Je veux connaître tes peurs autant que tes forces. Je veux partager tes joies et tes fardeaux. C'est ce que l'amour signifie pour moi. Pas de grands gestes, ni de belles paroles, mais le choix quotidien de l'autre, encore et encore, dans les petites choses comme dans les grandes, acquiesça-t-il. Et à cet instant, sans baiser ni promesse éternelle, ils scellèrent un pacte plus fort que n'importe quel décret territorial. C'était une acceptation mutuelle sans condition. C'était la reconnaissance que l'amour, lorsqu'il naît dans le mépris, s'épanouit avec plus de force. Cette nuit-là, les couloirs de l'aile étaient restreints dans l'ombre, mais dans une pièce qui avait été froide et distante, deux silhouettes partageaient le même espace, non par obligation, mais par choix. L'amour était arrivé, non pas avec le feu ou l'urgence, mais avec la chaleur d'une lampe allumée à la fin de l'hiver.
Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis cette nuit où Sarah et Flint avaient scellé un pacte d'amour, né de l'honnêteté, de la douleur partagée et de la rédemption mutuelle. Le territoire du Wyoming s'était réveillé avec un nouveau rythme, plus lent, plus humain. Le soleil matinal traversait les fenêtres avec un éclat doré, répandant une lumière douce sur les chemins de gravier blanc qui serpentaient à travers les jardins frontaliers. Là, parmi les fleurs sauvages et les peupliers en fleurs, marchait Sarah, vêtue d'une simple robe en mousseline lavande. Autour d'elle, une douzaine d'enfants, orphelins de la mission territoriale, riaient, couraient, cueillaient des fleurs. Depuis des semaines, Sarah avait ouvert une fenêtre dans son emploi du temps pour leur faire découvrir un monde qui leur était jusqu'alors interdit. Un jeune messager arriva en courant depuis les salles du conseil. Il portait une enveloppe scellée du sceau territorial. Sarah la reçut avec un léger sourire et l'ouvrit. Elle lut en silence. Ses yeux ne montraient aucune surprise, mais une émotion contenue. L'un des enfants s'accrochait à sa jupe. « C'est quelque chose de mauvais, dame Sarah. » Elle s'agenouilla à sa hauteur, le caressa tendrement et répondit. « Non, mon chéri, c'est quelque chose de bien, quelque chose de très bien. » Quelques heures plus tard, la salle de réunion était pleine. Flint entra le premier, avec sa sobriété habituelle. Il salua tout le monde et resta debout à côté de l'estrade en bois. À son signe, Sarah traversa les portes de la salle, vêtue d'une simple robe en laine grise, ornée d'un ruban bleu. Un fonctionnaire lut à haute voix le décret rendant hommage à son dévouement envers les gens ordinaires, à son action humanitaire, à son exemple de dignité, de tempérance et de courage. Le territoire du Wyoming accorde à Mme Sarah Bridger l'honneur d'être la gardienne du cœur du peuple, avec tout le respect que cela implique. Que son nom soit inscrit dans les archives comme symbole de la réconciliation entre le pouvoir et le cœur du peuple. Les mots résonnèrent dans la salle, chaque syllabe portant un poids qui s'abattit sur la foule rassemblée comme de la neige. C'était sans précédent. Au cours des 12 années qui avaient suivi la création du territoire, aucune femme n'avait reçu un tel honneur. Les fonctionnaires recevaient des médailles pour leur service administratif. Les militaires étaient félicités pour avoir défendu la frontière. Les riches mécènes étaient reconnus pour leurs contributions financières, mais jamais personne n'avait été honoré uniquement pour sa compassion, pour avoir vu la valeur des oubliés et la dignité des rejetés. Le silence fut absolu pendant plusieurs secondes. Les bougies semblaient brûler plus fort, projetant des ombres dansantes sur les murs. Au premier rang, une femme âgée que Sarah avait soignée pour une pneumonie serrait son mouchoir contre son visage, les larmes coulant sur ses joues burinées. À côté d'elle était assis un jeune homme dont Sarah avait sauvé la vie en convainquant le médecin d'amputer ses orteils gelés avant que la gangrène ne se propage. 3 orphelins étaient assis ensemble sur un banc, le visage solennel, conscients que quelque chose d'important était en train de se passer, même s'ils ne comprenaient pas tout à fait quoi. Puis des applaudissements, d'abord timides, puis retentissants, remplirent la salle. Ils commencèrent par les gens du peuple, ceux qui avaient senti les mains douces de Sarah et entendu ses paroles aimables. Les applaudissements se propagèrent comme une traînée de poudre, atteignant même les conseillers territoriaux qui s'étaient initialement opposés à reconnaître une femme de cette manière. Personne ne s'attendait à ce que les applaudissements se propagent ainsi. Beaucoup avaient parié sur sa chute, sur son silence perpétuel, mais elle était là, debout, une femme sans lignée royale, sans fortune héritée, élevée par le mérite et l'amour. Cet après-midi-là, les jardins se remplirent à nouveau de rire. Depuis le balcon supérieur, Flint observait la scène, les bras croisés. Il ne disait rien, se contentant de la contempler. Sarah leva les yeux. Il n'y avait aucune distance entre eux, mais aucun besoin de s'approcher. Il descendit lentement les escaliers en bois jusqu'à atteindre son côté. Les enfants s'écartèrent avec un respect naturel. Flint se positionna devant elle et lui tendit la main. « J'ai promis de ne pas te déshonorer, mais je n'ai jamais promis ce que tu méritais vraiment, » murmura-t-il. Elle pencha la tête avec douceur. « Et que pensez-vous que je mérite, monsieur ?» Il prit sa main dans la sienne, l'embrassa doucement sur le dos et répondit. « La reconnaissance de tous, mais surtout tout mon cœur, quel que soit le nombre d'héritiers que compte ce territoire. Vous êtes mon choix le plus courageux, Sarah. Vous êtes la seule que j'ai choisie sans obligation, sans pression. J'ai choisi de vous aimer et je le referai 1000 fois. » Elle ne répondit pas,
se contentant de serrer fermement sa main. Les cloches du territoire se mirent à sonner. Il n'y avait ni mariage, ni naissance, ni victoire à célébrer, et pourtant elles sonnaient avec ferveur. C'était un jour comme les autres, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Comme si tout le monde savait que cet amour, né de la douleur, du mépris et de la solitude, était un triomphe plus grand que n'importe quelle conquête. Le territoire du Wyoming avait changé. 9 ans s'étaient écoulés depuis ce jour où les cloches avaient sonné sans raison officielle, mais avec plus de force que jamais. Depuis lors, chaque printemps, les gens célébraient l'anniversaire du décret qui honorait Sarah comme gardienne du cœur du peuple. Dans l'aile et de la propriété, les jardins semblaient plus verts que jamais. Les fleurs sauvages fleurissaient en abondance et les rosiers grimpants escaladaient les poteaux comme s'ils désiraient toucher le ciel. Sous la tonnelle centrale, une femme au regard serein tenait dans ses bras une petite fille aux boucles brunes. La petite jouait avec une poupée en bois sculpté, tandis que sa mère lui murmurait une histoire à l'oreille. Sarah avait changé, sa beauté était intacte, mais elle avait mûri avec la grâce de ceux qui ont aimé et souffert avec la même intensité. De fines rides étaient apparues au coin de ses yeux, non pas à cause de l'âge, mais parce qu'elle avait passé des années à sourire aux enfants de la mission, à plisser les yeux au soleil en s'occupant de ses jardins, à passer d'innombrables nuits à lire à la lueur d'une bougie à ceux qui ne savaient pas lire. Ses mains, autrefois douces et délicates, portaient désormais les marques d'un travail honnête, de petites cicatrices causées par des épines, des callosités dues au fait de creuser la terre, des taches d'encre indélébiles provenant de lettres écrites pour des trappeurs analphabètes. À ses côtés marchait un homme aux cheveux poivre et sel, le front marqué par des années de décision, mais dont les yeux s'adoucissaient chaque fois qu'il croisait ceux de sa femme. Flint Bridger, le légendaire montagnard qui avait marché seul pendant 38 ans, avait découvert quelque chose de plus précieux que toutes les fourrures et tout l'or du territoire. Une compagne qui ne le voyait pas comme une légende, mais comme un homme. Leur fils, Jacob, nommé en l'honneur du premier mari de Sarah, dans un geste de guérison et de pardon, avait 9 ans, était grand pour son âge, avec les yeux bleus perçants de son père et l'esprit doux de sa mère. Il passait ses matinées à apprendre à suivre les traces avec Flint et ses après-midi à la mission, à enseigner la lecture aux plus jeunes enfants. Leur fille, Elizabeth, âgée de 6 ans, était un tourbillon d'énergie et de compassion, montrant déjà des signes d'avoir hérité du don de sa mère pour voir la valeur de chaque personne. Flint n'a jamais cessé d'être son choix quotidien. Et bien que beaucoup s'attendaient à ce que l'homme des montagnes prenne une épouse pour garantir la lignée, c'est Sarah qui a mis au monde 2 enfants, un garçon robuste et une fille pleine d'entrain. Les accouchements avaient été difficiles, surtout le premier. Sarah avait accouché pendant près d'1 jour et demi, tandis que Flint faisait les 100 pas devant la porte de la chambre, les mains serrées si fort que ses jointures étaient blanches. Contre toute attente, l'amour avait aussi apporté la vie. Cependant, la maternité n'était pas son plus grand héritage. C'est son travail constant dans les missions, les écoles et les orphelinats qui a consolidé sa place dans l'histoire. Martha Thornton, son ancienne belle-mère, a passé ses dernières années dans une cabane isolée dans les montagnes. Elle est morte seule, refusant jusqu'à son dernier jour de prononcer le nom de sa belle-fille. Madame Elena Worth, exilée par sa propre arrogance, a trouvé refuge dans le territoire du Montana, où elle a tenté sans succès de reconstruire son influence. L'histoire avait été implacable avec ceux qui avaient choisi l'orgueil plutôt que la compassion. Un matin, après avoir accompli 9 années de son mandat de gardienne du cœur du peuple, Sarah reçut un journal intime usé et relié. C'était un journal trouvé parmi les affaires de Martha. En l'ouvrant, elle découvrit des pages remplies de jugements cruels, mais aussi, à la fin, quelques lignes maladroites. Peut-être me suis-je trompé à son sujet, non pas parce qu'elle était stérile, mais parce qu'elle était plus forte que je ne l'ai jamais été. Sarah referma le journal sans dire un mot. Ce soir-là, au coucher du soleil, elle le brûla page par page, et les cendres furent emportées par le vent. La voyant désormais se promener dans les jardins au bras de Flint, avec sa jeune fille qui courait après les papillons et son fils aîné qui apprenait le nom des fleurs, les gens la saluaient avec respect et affection. Pour les jeunes, elle était un exemple. Pour les personnes âgées, elle était une histoire vivante. Pour les femmes, un espoir incarné.
Cette nuit-là, tandis que le territoire du Wyoming dormait, Sarah et Flint s'assirent sous le même ciel qui les avait vus douter, tomber et se relever. Il se teignirent la main comme au début. Il posa sa tête sur son épaule. Elle ferma les yeux, et tous deux écoutèrent en silence les cloches du territoire qui sonnaient une fois de plus, non pas pour un décret, ni pour un héritier, mais parce que 9 printemps plus tard, l'amour continuait à vaincre les préjugés, et cela méritait d'être célébré. Parfois, la vie nous dépouille de tout ce que nous croyons sûr. Un nom, un foyer, une promesse d'avenir. C'est ce qui est arrivé à Sarah, qui a été méprisée, vendue et humiliée par une société qui mesurait la valeur d'une femme à sa capacité à donner des héritiers. Mais au milieu de cette obscurité, elle a choisi la dignité, le silence noble, la compassion ferme, et c'est précisément cela qui a transformé son destin. Car ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est l'histoire de la façon dont le respect, la constance et le courage silencieux d'une femme peuvent changer tout un territoire. Sarah n'avait pas besoin de crier pour se faire entendre. Elle n'avait pas besoin d'enfants pour laisser un héritage. Elle n'avait pas besoin de supplier pour être aimée. Elle a choisi la voie la plus difficile. Et c'est pourquoi sa fin était la plus méritée. Si cette histoire vous a touché, faites-le moi savoir dans les commentaires et écrivez le mot « courage ». Ainsi, je saurai que vous faites partie de ceux qui apprécient les histoires profondes et mémorables. Des histoires où le véritable amour ne crie pas toujours, mais triomphe toujours. Merci d'être là.